Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. On va aller joindre Benoît Hardy-Chartrand, qui est prof à l'Université Temple au Japon et chercheur à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Monsieur Hardy-Chartrand, bonjour. Oui, bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Dis donc, avant qu'on parle de la nouvelle première ministre, comment on se retrouve prof au Japon, en direct du Québec? Ouais, ben moi, avant d'enseigner au Japon, j'ai enseigné à l'Université de Montréal. J'ai aussi été chercheur dans un think tank en Ontario. Et je m'étais toujours intéressé à l'Asie durant mes études. Alors, je suis venu quelques fois au Japon en voyage. Et éventuellement, j'ai rencontré quelqu'un à l'Université Temple à Tokyo, qui est une grande université américaine à l'origine de Philadelphie. Et ils avaient un poste ouvert, un poste de professeur en sciences politiques, ce qui était exactement mon domaine. Alors, j'en ai profité. Ça fait maintenant 10 ans que je suis ici. Et comment est votre japonais? C'est bon, je crois qu'il est assez bon. J'ai plusieurs amis avec qui je ne parle que japonais, alors je devine qu'il est suffisamment bon. Ah, c'est bon. Pas facile à apprendre. Hein? Absolument pas. Ouais. Absolument Alors, pas. La nouvelle première ministre du Japon s'appelle Sanae Takaichi. C'est une première dans l'histoire du pays, je me trompe pas? Non, absolument. C'est un pays où le système politique est un système qui est très dominé par les hommes. D'ailleurs, simplement en guise de comparaison, il y a dans le Parlement japonais seulement 15% de femmes, alors qu'au Canada, si je me trompe pas, c'est autour entre 30 et 40%. Dans plusieurs pays d'Europe, c'est dans les 40%. Alors 15%, c'est très peu, surtout pour une grande démocratie libérale, industrialisée comme le Japon. Alors, on n'a pas du tout l'habitude d'avoir des femmes dans des positions de pouvoir, que ce soit dans le système politique ou dans le système, ou même dans l'économie. En gros, il n'y a pas beaucoup de femmes dirigeantes d'entreprises, par exemple. Alors, le fait d'avoir une première ministre, la première femme première ministre au Japon, ça reste quand même un symbole très fort dans un pays, comme je le disais, qui est quand même passablement dominé par les hommes. Et comment elle a réussi cet exploit? Bien, écoutez, c'est quand même une figure qui est depuis longtemps dans le système politique japonais. Elle a été élue pour la première fois en 1993, donc ça fait à peu près un peu plus de 30 ans maintenant, 32 ans. Et elle a aussi joui de la protection, si on veut, de l'ancien premier ministre Shinzo Abe, qui a été au pouvoir pendant 8 ans jusqu'à récemment, en 21. On se rappelle que Abe est celui qui a été assassiné pendant la campagne électorale en 2022. Et donc, elle a joui un peu de la protection de grosses pointures au sein du parti. Elle a réussi à faire augmenter son profil au sein du système politique japonais. Et donc, récemment, lorsque l'ancien premier ministre Ishiba a décidé de démissionner, compte tenu des très piètres performances de son parti, elle a donc décidé de se présenter encore une fois à la chefferie du parti. Et il y avait quand même d'autres bons candidats. Et moi, personnellement, je m'attendais pas à ce que ce soit elle qui gagne parce qu'elle est très, très conservatrice. Et comme le parti cherche à regagner des plumes, disons, j'aurais pensé qu'ils auraient pris un candidat un peu plus modéré de manière à aller chercher un peu plus l'appui des autres partis et du grand public. Mais non, ils sont allés avec Takaichi, qui est donc, une conservatrice qu'on pourrait même qualifier de ultra-nationaliste. OK. Qu'est-ce que, M. Hardy-Chartrand, qu'est-ce que ça veut dire, ultra-conservatrice, dans le contexte du Japon? Conservatrice sur des plans sociaux, donc sur la question, par exemple, de la place des femmes dans la société, ce qui est quand même relativement ironique, étant donné qu'elle-même est une femme. Ce n'est pas quelqu'un dont on peut attendre des politiques qui soient particulièrement progressistes lorsque ça vient, par exemple, au rôle des femmes dans la société. C'est quelqu'un qui s'oppose, par exemple, au droit au mariage de même sexe, par exemple, au Japon. Différentes politiques sociales comme ça, sur lesquelles elle a des positions conservatrices. Également, je mentionnais son ultranationalisme. Elle est quelqu'un qui croit dans le rôle très fort du Japon, un rôle, disons, plus musclé sur le côté militaire, par exemple. C'est quelqu'un également qui a tenu par moment, en fait, je dirais plus que par moment, relativement fréquemment, a tenu des propos quand même qu'on pourrait qualifier de un peu anti-immigration, quand même dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'immigrants, faut être clair quand même. Ouais. Alors, c'est pour ça
qu'on peut dire de manière générale que sa politique est reconnue comme étant, même à l'intérieur du parti, qui est lui-même relativement conservateur, elle est dans l'aile droite, dans l'aile conservatrice de ce parti-là, qui s'appelle le Parti libéral-démocrate. En même temps, je lisais, elle dénonce la discrimination envers la communauté LGBTQ, mais elle est contre, comme vous l'avez dit, le mariage entre personnes de même sexe. Alors, c'est quand même pas ultra conservateur. Là. Elle laisse une marge de manœuvre sur le Japon moderne. Ouais. Ouais. Non, c'est certain. Comme par exemple, elle a dit, même lorsque ça vient à la question des immigrants, elle a dit par exemple, il faut qu'on soit capable d'accueillir ou de bien coexister avec les étrangers. Alors, ce n'est pas comme si elle a un discours non plus, disons, je pourrais le qualifier de néo-nazi ou de carrément complètement anti-immigrant. Mais elle a quand même laissé entendre des doutes assez importants par rapport à la capacité du Japon, par exemple, d'avoir une population étrangère. Et comme je le mentionnais plus tôt, c'est important quand même de mettre les choses en perspective. Au Japon, c'est seulement 3% de la population qui est d'origine étrangère. 3%, c'est extrêmement peu, on s'entend là-dessus. Donc, moi qui fais partie de ce 3%-là, le Japon qui a aussi des profonds problèmes en termes de taux de natalité très bas. On parle d'environ 1,3 ou 4% par femme, ce qui est bien en deçà du taux de remplacement, comme on l'appelle. Donc, je vous dis ça tout simplement pour dire que, à un moment donné, le Japon ou la première ministre devra comprendre que soit la population, soit qu'on réussit à augmenter le taux de natalité, ce qui est très peu probable, ou qu'on accueille davantage d'étrangers, ou alors l'économie va simplement en souffrir. Alors, c'est un discours qui est quand même assez conservateur, même si, comme vous l'avez évoqué, elle dit des choses parfois qui démontrent une certaine ouverture quand même. Ouais. Je lisais, il y a une visite de Donald Trump prévue la semaine prochaine au Japon. Est-ce qu'on va assister à la militarisation du Japon, surtout face au rapport assez tendu avec la Chine? Comment le Japon va se positionner face à tout ça? Oui, c'est une très bonne question, M. Dutrisac. Écoutez, je vous dirais, d'abord, ce n'est pas récent, tout à fait récent, qu'on parle d'un Japon qui se militarise. D'abord, je ne sais pas si le mot militarisation est le bon terme, mais je dois dire que depuis environ 2012, le Japon a quand même, de manière assez importante, augmenté ses capacités militaires. Il faut comprendre que depuis 2012, c'est à peu près à ce moment-là que les tensions ont commencé à augmenter de manière importante avec la Chine. Également, c'est à ce moment-là que la Corée du Nord était de plus en plus menaçante. Le programme nucléaire de la Corée du Nord a beaucoup avancé depuis environ justement le début des années 2010. Alors, on met tous ces éléments-là ensemble. Le Japon se sentit davantage menacé. On sent qu'on est dans un environnement qui est très précaire. Et donc, on a senti que la seule manière d'y remédier, c'est non seulement de renforcer la relation avec l'allié américain, mais aussi de renforcer les capacités militaires du Japon. Donc, le Japon n'est plus du tout, comme il a déjà été, un nain militaire. Il a maintenant des capacités assez importantes. Il continue à augmenter ses capacités tout en continuant à dire, à se proclamer un pays pacifiste dû à sa constitution. M. Hardy-Chartrand, est-ce que j'ai bien lu, mais on a parlé de ministère de la déportation. Est-ce que c'est vrai? Ça s'appelle pas le nom du ministère, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas devant moi, mais c'est quelque chose comme on a nommé un ministre pour la question des étrangers, quelque chose comme ça. Je pense que ce serait la meilleure traduction. Donc, le ministre en charge de la question des étrangers. Donc, c'est un euphémisme, on pourrait dire. Donc, pas nécessairement directement la question de la déportation. Mais je vous dirais que c'est un peu un épouvantail, dans le sens que, évidemment, dans un pays comme le Japon, où il y a un certain nombre d'immigrants et de travailleurs étrangers, comme dans tous les pays, il va y en avoir qui vont rester même après la fin de leur permission de travail et donc qui sont en situation illégale. Mais comme je le mentionnais, dans un pays de 125 millions d'habitants où il y a 3% d'étrangers, ça reste un problème qui est très minuscule si on regarde de manière globale. Mais en ce moment, avec une économie qui stagne, avec beaucoup d'anxiété par rapport à la situation mondiale, à l'instabilité, ça reste, comme dans bien d'autres pays, ça reste quand même une cible facile de pointer le doigt vers les étrangers, aussi peu nombreux puissent-ils être. OK. 2-3 affaires avant qu'on se quitte. J'ai lu qu'elle était, Mme Takaichi, une fan de Margaret Thatcher. Comment pensez-vous ça va s'exprimer, ça, dans la vraie vie, au quotidien pour les Japonais?
Ouais, mais écoutez, elle se réclame de la lignée de Margaret Thatcher. Elle dit que c'est son idole politique. Elle veut surtout s'inspirer de Margaret Thatcher en ce sens économique, donc c'est-à-dire des politiques économiques un peu plus conservatrices lorsque ça vient à la manière de gérer le budget national. Alors, c'est peut-être de ce côté-là que ça risque de se répercuter dans la vie quotidienne des Japonais. D'autres façons dont ça pourrait se répercuter, dans la question des étrangers, comme je le mentionnais plus tôt, ça pourrait se répercuter comme ça, mais c'est vraiment du côté économique, finances publiques, qu'elle veut s'inspirer de la dame de fer de l'Angleterre des années 80. J'étais avec la petite famille au Japon en juillet, M. Hardy-Chartrand, okay. Et j'ai croisé des politiciennes sur des véhicules avec des micros qui haranguaient la foule. Je trouvais ça fascinant parce que c'est comme la vieille façon de faire de la politique. Est-ce que c'était les élections là ou c'était quelles élections? Je me suis pas attardé, j'étais en vacances. Ouais, non, je comprends. Vous étiez là au mois de juillet. Ben, écoutez, au mois d'août, il y a eu les élections à la Chambre haute, donc le Sénat japonais. Et donc, c'est lors de ces élections-là que le parti au pouvoir, le PLD, a perdu sa majorité à la Chambre haute. Mais effectivement, faut comprendre, M. Dutrisac, que à cause de lois électorales qui sont assez strictes dans la manière dont les politiciens peuvent parler à la population, l'une des seules manières pour eux d'entrer en contact, c'est comme vous le disiez, de haranguer la population. Alors, à peu près à toutes les grandes stations, les politiciens vont être sur leur camion avec leur porte-voix, littéralement, en train de parler à la population. C'est quelque chose d'unique que je n'ai jamais vu dans d'autres pays. Mais encore une fois, c'est simplement un résultat de lois électorales qui sont relativement restrictives en termes de ce que les politiciens peuvent faire. Qu'est-ce que vous aimez du Japon pour avoir décidé d'y émigrer, d'y rester? Qu'est-ce que vous aimez de ce pays? Ben écoutez, il y a tellement de choses que j'aime du Japon, sinon je serais revenu au Québec. Ça fait maintenant 10 ans que je suis ici, je vais passer ma vie ici. La nourriture est incroyable, les gens sont gentils, c'est extrêmement sécuritaire, tout est extrêmement facile. Et aussi, moi qui est un joueur de hockey, je peux jouer au hockey ici, donc j'ai tout ce que je veux, tout ce que j'ai ici pour être heureux. Moi, si j'ai du hockey, de la bonne nourriture et des bons amis, je suis heureux. Alors le Japon, ça me plaît très bien. Ah, il y a du hockey. J'ai vu un match de baseball et c'était absolument fascinant, le rituel au baseball. Là, moi, j'aime le baseball. C'est vraiment une expérience à vivre. Absolument. Le baseball, oui, mais le hockey aussi. Dans un pays de 125 millions d'habitants, on va trouver de tout. Et il y a plusieurs ligues de hockey à Tokyo, donc moi, je fais partie de l'une de celles-là. OK. Est-ce qu'ils jouent cochon? Non, c'est un peu plus propre qu'au Québec, je vous dirais. Ah oui, hein? Le civisme est à souligner au Japon. Là. Ça, c'est remarquable. Un gros merci pour ces explications et merci de renouveler la mode des prénoms Benoît. De voir un Benoît plus jeune, ça me rassure. Benoît Hardy-Chartrand. Un gros merci. À la prochaine.